suis pas un robot. Ah mais c'est une super nouvelle ça Oui, parce que je viens de le prouver là avec un captcha, tu sais les trucs mal écrits là. Ok, félicitations. T'as vu ce film Short Circuit? Non, je... Ah si, c'est celui où t'as un espèce de gros robot qui ressemble à Wall-E mais avec des gros sourcils. Ouais, c'est ça, un mélange entre Wall-E et Groucho Marx, c'est un film des années 80. Ouais. Et l'histoire, tu sais, c'est un robot militaire qui reçoit une décharge électrique et qui d'un coup devient intelligent. Sauf que il doit prouver qu'il est intelligent à un chercheur qui ne veut pas y croire. Et le chercheur, il met au point un test qui va réussir à montrer que ce robot est conscient. Et ce test, c'est l'humour. Il fait une blague et le robot rigole. Ah oui, ce bon vieux truc du propre de l'homme pour réussir à déterminer de manière infaillible si oui ou non la conscience est apparue. En début de 21e siècle, là, la question paraît vachement plus compliquée. Je sais pas si t'as vu Westworld, la série où t'as Anthony Hopkins qui passe des plombes à discuter avec ses robots. T'as l'impression qu'il lui fait une espèce de psychanalyse pour savoir si oui ou non il questionne la nature profonde de sa réalité. Ce qui est super dans cette série, c'est comment il représente ça. Il représente ça avec un labyrinthe. Et en fait, plutôt que l'intelligence comme une progression linéaire ou de puissance de calcul augmentée en puissance de calcul, on finirait par devenir, les machines finiraient par devenir intelligentes. Là, c'est plutôt des intelligences qui finissent par tourner toujours autour des mêmes souvenirs, de petits gestes, etc. Et qui trouvent le centre du labyrinthe. Et c'est là que l'intelligence, la conscience émerge. Ouais, c'est une espèce d'illumination, ça d'éclair de génie, comme si d'un coup ils étaient frappé par... Et là, tu vois, en 2019, c'est pas le BAM. Le test, c'est ça. C'est pas le BAM, c'est le truc que j'ai rempli. Ah oui, pour du prouver coup, que alors qu'on entend que les intelligences artificielles battent les êtres humains au Go, aux échecs, que les types de Google disent qu'il y aura la grande singularité, l'intelligence va apparaître, artificielle va apparaître au milieu du 21e siècle, et là, on en est encore à différencier l'homme de la machine en déchiffrant, en décryptant des trucs mal écrits. Quoi. Ouais, c'est presque un peu vexant pour nos capacités d'être humains, je trouve. En même temps, la bonne nouvelle, c'est que si jamais Skynet prend le pouvoir et qu'il nous faut détruire tous les Terminators, on pourra juste communiquer entre nous avec des codes secrets mal écrits. Enfin, pour ça, il faudrait que vous arrêtiez d'éduquer la machine en l'entraînant et en lui apprenant à lire, par exemple. Attendez, vous êtes qui? Vous êtes venu nous prévenir? Vous venez du futur? Et vous êtes à la fois le père et le fils de la personne qui va nous leader contre les machines? Non, moi je suis Olivier Hershey, je viens de l'IUT de La Roche-sur-Yon, je suis enseignant-chercheur et en sciences de l'information et de la communication. Et votre CAPTCHA, c'est pas juste un test, mais c'est du travail que vous fournissez pour entraîner un algorithme, une intelligence artificielle. Un petit peu comme dans les premières versions de Westworld où c'est les premiers clients qui leur apprenaient à parler et à réagir. Mais tu pourras en faire un métier peut-être, apprendre à écrire et à lire à des intelligences artificielles. Prof pour algorithme en écrivant en déchiffrant. Ouais, d'accord. Ouais. Oui, apprendre à lire ou reconnaître des photos horribles de décapitation, de pédopornographie, comme le font tous les jours des dizaines de milliers d'employés qui bossent aux Philippines. Et qui entraîne de cette manière-là l'algorithme de Facebook pour lui permettre de faire le tri entre ce qui est montrable et puis ce qui ne l'est pas. Ça paraît une version de torture psychologique à la Orange Mécanique du 21e siècle. Attendez, il n'y a pas un moment, c'était les machines qui étaient censées soulager l'être humain? C'était le plan? Oui, c'était le plan, c'était l'idée au départ, sauf que ça s'est un petit peu inversé, c'est un peu comme dans les temps modernes de Chaplin. L'idée, effectivement, le plan, c'est que ce soit la machine qui produise de plus en plus vite, mais derrière, le travailleur exploité, c'est celui qui fournit les bras qui vont permettre à la machine d'avancer, c'est le travailleur. Oui, un petit peu comme le gamin aussi dans Snowpiercer qui est dans la locomotive et qui doit régler tous les petits rouages. Ouais, c'est ça. Il y a Amazon qui a inventé quelque chose qui s'appelle le Mechanical Turk où l'idée c'est que vous allez effectuer des micro-tâches de reconnaissance d'images, de traduction de texte, de retranscription de conversation, et vous êtes effectivement payé à la tâche avec des micro-rémunérations de quelques centimes d'euros pour des centaines de tâches répétitives que vous faites. Ils ont inventé le Mechanical Turk, c'est un service, le Turc mécanique. Ouais, ils ont appelé ça comme ça, le Turc mécanique, ça vient en fait d'un automate qui était une illusion du XVIIIe siècle, où on avait donc cet automate qui jouait aux échecs, et où en fait, caché dessous, il y avait un manipulateur, un nain qui était en train de diriger l'automate. Donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui, tous les jours, quand on remplit des captchas, on travaille pour ces machines, pour ces algorithmes, pour ces plateformes, et c'est du travail qui est invisible. Et évidemment, ces grandes structures n'ont pas intérêt à ce que ce travail-là se voit, donc elles font tout pour l'invisibiliser au maximum. Puis d'une certaine manière, c'est un retour à ce qu'était le travail autrefois. Je veux dire, à l'époque où les travailleurs étaient des journaliers ou des tâcherons, qui travaillaient à la tâche, donc.
Et pour trouver du boulot, on allait le matin sur la place de la ville et puis on attendait toute la journée que quelqu'un veuille bien nous embaucher pour n'importe quel travail, quoi. À Paris, on a les places de grève, par exemple. Ouais, c'est pas le passé, c'est le futur, là. Quand tu regardes, je sais pas, Uber ou Deliveroo, tout le monde est là à attendre que l'application veuille bien te donner du travail. Alors, on a l'impression que c'est juste une interface neutre qui permet d'accéder au travail, alors qu'en fait, il y a un manager caché dedans. Et le manager, il travaille pas pour ton épanouissement, il travaille pour la réussite de l'entreprise. Ouais, c'est le manager ultime, c'est-à-dire que non seulement il a même plus besoin de s'intéresser ou d'éprouver de l'empathie pour les gens qu'il gouverne, mais en plus de ça, on ne peut pas se retourner contre lui, comment on fait pour se mettre en grève contre un algorithme. Et puis tout ça est habillé dans des interfaces où il y a beaucoup de ludification, de gamification, on a l'impression de jouer en fait, alors qu'on nous envoie en permanence des injonctions à aller travailler de plus en plus vite. On travaille aussi d'une certaine manière pour YouTube ou Facebook quand on y passe du temps, puisque pendant ce temps-là, les algorithmes apprennent nos goûts, ce qu'on visionne, et puis du coup apprennent surtout à nous retenir captifs encore plus longtemps. Je pense qu'on y trouve peut-être une sorte de plaisir à aller au bout de quelque chose qui n'a pas de fin, comme quand on joue à Tetris. Ouais, on pourrait écrire toute une histoire de ces systèmes de notification où en fait en permanence on essaie de nous remettre à la tâche, mais où l'effet produit est l'inverse, c'est-à-dire que c'est nous qui, en répondant à ces notifications, signifions ou signalons à ces grandes plateformes qu'on est disponible pour telle ou telle nouvelle tâche qu'ils vont nous assigner. Ouais, les technologies de l'information, c'est pas elles qui nous informent, c'est nous qui les informons et qui informons l'industrie de tout un tas de trucs. Il y aurait une histoire à faire de ces technologies dans lequel il faudrait surtout pas oublier l'inattendu qui sort. Par exemple, imagine les chercheurs du CERN qui mettent ça en place il y a 25 ans. Tu penses qu'ils avaient prévu les LOLCAT? En fait, du coup, l'histoire d'Internet, on pourrait la résumer comment? C'est quoi? C'est une histoire de technologie. Ça commence avec le World Wide Web, donc les premières pages web, puis ensuite il y a le Web 2.0 des blogs, le Web 3.0 des réseaux sociaux, le Web 4.0, puis l'Internet des objets bientôt. Oui, ou ta montre qui dit à ta voiture qu'il manque du jambon dans ton réfrigérateur. Ouais, alors ça c'est le côté rigolo, mais l'histoire de l'Internet, c'est l'histoire de la gouvernance par les nombres, et la gouvernance par les nombres, elle date de bien avant Internet. Il y a un chercheur qui s'appelle Alain Suppiot qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui montre qu'effectivement nos sociétés sont construites un petit peu sur le modèle de l'ordinateur comme des boîtes noires, et avec l'importance de la statistique pour gouverner finalement et pour décider de l'action publique. Donc c'est ça qui est en jeu aujourd'hui avec ces grandes plateformes. Alors, attends, il faudrait savoir qui nous gouverne si un jour on veut pouvoir faire une révolution contre eux. Du coup, c'est qui les algorithmes qui aujourd'hui ont le pouvoir? Il y a une grosse dizaine d'algorithmes qui régulent toutes nos vies. Il y a peut-être en premier, il y a l'algorithme de Google, le moteur de recherche, qui sait tout ce qu'on pense et tout ce qu'on cherche. L'autre algorithme de Google, c'est AdWords, celui qui nous envoie des pubs ciblées. Ah ouais, du coup, tu aurais aussi Newsfeed, qui est l'algorithme qui choisit ce qu'il y a dans ta page Facebook. Et puis il y a les algorithmes des sites de rencontres aussi, qui régulent nos rencontres amoureuses sur les sites et les applis. Le Vous pourriez aimer d'Amazon. Ouais, l'algorithme de compilation MP3. Ah bah oui, faut pas l'oublier. Ou l'autotune. Ouais. L'algorithme. Et puis les algorithmes de trading à haute fréquence, donc qui régulent les marchés, les marchés boursiers internationaux. Qui achètent et qui vendent hyper vite, comme ça, plein d'actions. Et puis tous les algos policiers qui surveillent les communications, qui font la reconnaissance faciale, qui prédisent les comportements délinquants en recueillant massivement les données de tout un quartier d'une ville. Oui, c'est-à-dire qu'ils font à la fois la police et la justice, et dans le même temps, ces algorithmes-là. Donc l'idée, c'est que le code, l'algorithme, à force de loi, donc il y a un chercheur qui s'appelle Laurence Lessig, qui est juriste, et qui a notamment inventé les licences Creative Commons, et qui a écrit un article qui s'appelle Code is Law, le code c'est la loi, où il montre que la régulation aujourd'hui se fait par le code algorithmique, et que donc l'important pour nous, c'est d'interroger les valeurs qui sont transmises par ce code, et qui vont décider de l'action publique en santé, en éducation et ailleurs. Est-ce que vous avez vu cette vidéo de Zuckerberg qui se fait bolosser devant le Congrès américain? Oui, 3 fois, mais je veux bien en avoir une 4e tellement c'est bon. Allez, ça va bien remonter le moral.